Bonsoir ou rebonsoir, François Langlais nous rejoint dans quelques instants. Notre invité ce soir pour l'entretien politique est donc Marine Le Pen. Bonsoir Marine Le Pen, bonsoir. Merci d'être avec nous. Question d'actualité d'abord, la crise en Guyane, on l'a vu dans le journal, le gouvernement dit on va négocier, mais il fixe une condition, il dit on ne parle pas avec des gens qui portent une cagoule. Il a raison ? Est-ce qu'on pourrait parler du fond du sujet ? Parce que celui-ci est beaucoup plus important. Les négociations, c'est dans l'immédiat. On en dira un mot si vous voulez, mais sur les négociations. Non mais on est confronté à une révolte de nos compatriotes guyanais qui n'en peuvent plus parce qu'ils vivent une situation qui est insupportable. Elle est fondée sur une immigration illégale massive qui a entraîné une insécurité massive au point que aujourd'hui les femmes notamment ne sortent plus à la tombée de la nuit. Ils vivent un véritable couvre-feu. Les services publics sont noyés, le service de la santé est noyé, le service de l'éducation est noyé. Ils vivent dans une situation où le niveau de vie est très bas puisque le coût de la vie est beaucoup plus important qu'en métropole et rien n'a été fait depuis des années et des années. Alors moi je viens dire, il faut régler le problème de l'immigration illégale. Non seulement d'ailleurs en Guyane, mais aussi à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, parce que cette immigration illégale, à Mayotte bien entendu, qui elle aussi est submergée par cette immigration clandestine, il faut régler le problème. Et pour régler le problème, il faut retrouver nos frontières, il faut mettre en place une politique dissuasive d'immigration, arrêter toutes les pompes aspirantes de l'immigration clandestine, l'aide médicale d'État, les différents minimums sociaux, la scolarisation gratuite, etc., etc. Bien. Alors, ça n'est pas fait. Non, mais d'accord, mais c'est contre cela qu'ils se révoltent aujourd'hui. Et ils ont objectivement raison de le faire, parce que s'ils ne le faisaient pas, eh bien, une fois de plus, le gouvernement détournerait les yeux de leurs difficultés. Et dans l'immédiat, vous, aux manettes, vous négociez avec le mouvement des 500 frères ? Mais le mouvement des 500 frères, ils vont retirer leur cagoule. Je suppose que s'ils font cela, c'est parce qu'ils ont peur peut-être d'avoir des conséquences si ils se montrent à visage découvert. Mais il y a qui derrière ces cagoules ? Alors, moi, j'apprécie pas beaucoup les cagoules, mais il y a qui derrière ? En fait, il y a des médecins, il y a des ouvriers, il y a des pharmaciens, il y a des salariés, il y a des employés, il y a des fonctionnaires. C'est-à-dire cette population qui appelle à l'aide et qui n'a réussi en réalité à faire parler des difficultés que parce qu'ils ont utilisé cette méthode que j'admets avec vous est assez particulière. Alors, on parlera tout à l'heure de votre programme économique avec François Langlais. Mais une question sur l'euro, parce que c'est un point central. Si vous êtes élu, vous dites « j'engage des discussions avec nos partenaires pour en finir avec l'euro, pour que chaque pays retrouve sa souveraineté ». La suite, c'est vous qui la résumez, c'était il y a 3 semaines devant l'association patronale Éthique. Soit la négociation fonctionne et je dis au peuple, écoutez, on peut rester parce que l'Union européenne a totalement changé de visage, totalement changé de nature et cette Europe-là, elle nous va. Soit ça ne marche pas et je leur dirai, je pense qu'il faut sortir. Alors, que se passera-t-il si je leur dis qu'il faut sortir et qu'ils décident de rester ? Ils décideront. Le peuple a toujours raison. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je partirai. Voilà, parce que vous auriez recours au référendum. Et si les Français ne veulent pas sortir de l'euro, vous dites, s'ils votent non à ce référendum, eh bien, je démissionne. Mais vous savez, Marine Le Pen, qu'une très large majorité y est opposée, en tout cas aujourd'hui, presque les 3/4, 72%. Regardez ce sondage IFOP Figaro, 72% exactement des Français qui y sont opposés. Donc c'est quand même un peu étrange parce qu'on a le sentiment qu'on voterait pour vous et qu'il faudrait presque, à coup sûr, 72% c'est beaucoup, refaire une élection présidentielle près d'un an après. Merci de dire, M. Pujadas, en tout cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le débat sur l'Union européenne est un débat interdit. Et je compte bien dans les 6 mois où je vais aller négocier. Je négocierai pas toute seule, M. Pujadas. Sur toutes les antennes, non, ça n'est pas vrai. L'euro est quasiment une religion. Quand vous le critiquez, vous êtes blasphème. On vous méprise, on vous ridiculise, on met en place le projet peur qui a été mis en œuvre d'ailleurs en Suède au moment du référendum sur l'euro. Ça n'a pas marché. En Grande-Bretagne, ça n'a pas marché au moment du Brexit ou au moment de l'élection américaine. Bon. Ce que je veux que les Français comprennent, c'est que je ne ferai rien sans eux ou contre eux.
Parce que trop de choses ont été décidées contre leur volonté ou sans qu'on leur demande leur avis. Alors je vais négocier pendant 6 mois. Je ne serai pas toute seule. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de pays souffrent de Schengen, de l'ouverture totale des frontières et de l'immigration massive qui en est la conséquence. Les Français n'en sont pas convaincus. Souffrent de cette monnaie qui plombe notre économie et qui est une des raisons du chômage de masse. J'aurai à côté de moi, j'en suis convaincu, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal. Parce que quand la France aura pris, le leadership de cette négociation, parce que ces pays-là ne se sentent pas assez forts individuellement pour mener cette négociation. Ils veulent une réforme de l'euro, ils ne veulent pas sortir de l'euro. Croyez-moi, il y aura beaucoup de monde autour de la table des négociations. Et là encore, je dis aux Français, quelle que soit l'issue de la négociation, ce choix est trop engageant pour que je le prenne pour vous. C'est donc vous qui déciderez. Il y aura tout sur la table. On verra ce que l'Union européenne aura accepté. Avouez que c'est surprenant. On vote pour vous, puis vous faites un référendum. Actuellement, 7 Français sur 10 ne veulent pas de cette option. Qu'est-ce qui est surprenant, M. Pujadas? C'est qu'on demande leur avis aux Français. L'élection présidentielle n'est-elle pas là pour trancher un débat? Qu'est-ce qui est surprenant? L'élection présidentielle n'est-elle pas là pour trancher un débat? Leur volonté, parce qu'on ne l'a pas fait en 2005. On leur a posé la question sur la Constitution européenne. Ils ont dit non à 55%. Et on a trahi leur volonté parce que l'UMP et le PS, main dans la main, par l'intermédiaire de leurs élus, ont piétiné cette décision. Ça n'est pas comme cela que je veux gouverner. Je veux mettre en place un référendum d'initiative populaire. Je veux mettre en place la proportionnelle. Je veux rendre le pouvoir politique aux Français. Car je crois encore une fois que c'est le peuple qui, dans une démocratie, a toujours raison. Sur le fond, imaginons qu'il y ait une sortie de l'euro. La France emprunte à peu près actuellement 200 milliards par an pour financer ses déficits, pour refinancer sa dette. Et vous l'avez vu encore ces derniers temps, plusieurs fonds de pension, plusieurs grandes banques ne cachent pas qu'ils demanderaient une surprime, une prime de risque pour nous prêter de l'argent. Alors on peut penser ce qu'on veut de leur attitude, mais c'est un fait, la dette, nous endetter, notre dette nous coûtera beaucoup, beaucoup plus cher, Marine Le Pen. Non, ça n'est pas vrai, Monsieur Pujadas. Encore une fois, les menaces des marchés financiers, on a vu ce que ça a donné. Ils ont fait les mêmes menaces avant le Brexit, en disant si le Brexit est voté, vous allez voir ce que vous allez voir. La réalité, c'est que le Brexit... La Grande-Bretagne n'est pas sortie de l'euro. Ça n'est pas le sujet. Ils font, à chaque fois qu'une décision est prise par les peuples, qui va à l'encontre des intérêts des grandes puissances financières, ils effectuent le même chantage. Vous esquivez Marine Le Pen. Non, je n'esquive absolument pas. Les mêmes menaces, et en réalité, rien de tout cela ne se passe pour une raison simple. C'est que ce que veulent comme assurance ceux qui nous prêtent, c'est que l'économie soit solide. Or, aujourd'hui, l'économie est tout à fait défaillante. Oui, mais le parapluie allemand nous protège. Je veux dire, pardon ? Nous permet d'emprunter à des taux très bas. Mais c'est faux. Les taux sont très bas pour tous les pays depuis des années, en l'occurrence. Et ils sont très bas, y compris pour des pays qui ne sont pas dans l'euro. Ça n'est pas l'euro qui permet d'avoir des taux bas. Et je veux dire, le meilleur moyen de régler ce problème, c'est de régler le problème des déficits. Et quel est le meilleur moyen, Monsieur Pujadas, pour régler le problème des déficits ? C'est de recréer l'emploi dans notre pays. Oui. Parce que recréer l'emploi, non. On va pas y arriver comme ça. Mais on va y arriver en changeant le modèle économique, en tournant la page d'une politique qui nous a été imposée depuis 10 ans et dont on voit bien les conséquences. Que ce soit l'euro, monnaie unique, que ce soit le libre-échange total, qui met en place la concurrence internationale déloyale, qui désindustrialise notre pays, qui met à plat notre agriculture. Tout cela, c'est moins de gens qui travaillent, moins de recettes pour l'État et donc par conséquent, évidemment, plus de déficit. Il faut rompre avec ce cercle vicieux et retrouver un cercle vertueux et ça, nous ne pourrons pas le faire dans le cadre de l'Union européenne. Il n'y a pas seulement l'euro, Monsieur Pujadas. Regardez, rien que la clause Molière, prenons ça parce que c'est un exemple typique, le fait de réclamer que sur les chantiers français, on parle français, l'Union européenne nous interdit de la mettre en œuvre. Comme elle interdit d'avantager les entreprises françaises dans le cadre de la commande publique, comme elle interdit de faire manger à nos enfants dans les cantines des produits agricoles français. Est-ce que vous croyez qu'on ne marche pas sur la tête, sérieusement ? Bien. Un mot des affaires, Marine Le Pen, et de la morale en politique. L'un de vos proches, Frédéric Chatillon, est mis en examen. C'est la fameuse affaire de la surfacturation des frais de campagne. La justice lui interdit d'avoir des relations commerciales avec le Front National en tant que prestataire. Et le Canard enchaîné révèle il y a 8 jours qu'il est salarié
de votre campagne présidentielle? Est-ce que ça n'est pas un bras d'honneur que vous faites à la justice, même si formellement, bien entendu, c'est pas la même catégorie, donc c'est pas illégal formellement. Est-ce qu'il y a marqué Front National, là? Il y a marqué Marine Le Pen. Je suis Marine Le Pen. On joue avec les mots, Marine Le Pen. Non mais écoutez, Monsieur Pujadas, si vous avez envie de passer juge, faites des études de droit. Non, hein, c'est pas le dossier judiciaire. Et puis passez votre concours. Il a un contrôle judiciaire, il est interdit de relations commerciales avec vous. Est-ce que ça n'est pas une manière de passer par la fenêtre quand on vous interdit la porte? Non, monsieur, s'il y avait une violation du contrôle judiciaire, permettez-moi de vous dire que compte tenu de la manière dont nous sommes regardés de très près par les magistrats, très certainement, il y aurait eu une réaction de leur part. Donc tout ça, c'est du vent. Voilà, c'est du vent. Alors, je veux bien qu'on continue à parler des affaires jusque au soir du premier tour. Mais est-ce que vous ne croyez pas objectivement que les Français sont lassés aujourd'hui? Ça fait des heures et des heures que vous passez sur ces affaires. Vous avez à France 2, je sais que Madame Ernotte, la patronne de France Télévisions, est une amie de Monsieur Macron. Vous avez passé 3 reportages à charge contre le Front National et contre moi. 3. Est-ce que 2 compléments d'enquête, et un envoyé spécial? Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que France 2 va faire un reportage sur Monsieur Macron. Parce qu'il connaît les mêmes mises en examen que le Front National. Quand on a posé la question, il y a un certain nombre de choses qui sont éminemment floues. Quand on a posé la question, on nous a répondu en souriant à France 2 au mois de juillet. Bon, voilà. Vous parlez d'envoyé spécial. Beaucoup de Français, Marine Le Pen, s'interrogent sur le changement du Front National. Est-ce qu'il a vraiment changé? Alors, Frédéric Chatillon, puisqu'on en parlait, Frédéric Chatillon et son alter ego Axel Lousteau ne sont-ils pas l'exemple du côté sulfureux qu'on peut encore trouver au FN sous le vernis? Vous parliez d'envoyé spécial. Alors regardez. Vous allez recommencer. Alors moi, oui, parce que vous n'avez pas réagi sur le sujet. Vous avez vu cette photo où l'on voit Axel Lousteau dire bonjour faire à ses amis. Un salut nazi. Mais vous plaisantez ou faire quoi? Un salut nazi. Regardez la photo, Marine Le Pen. Mais vous plaisantez, Monsieur Pujadas. Je vais vous dire une chose. C'était en 2011. C'était pas l'ancien temps. Vous êtes le service public, et moi je suis heureuse que les Français voient la manière dont vous traitez l'information. Parce que je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu plusieurs photos comme ça. En général, c'est la presse britannique qui n'est pas particulièrement respectueuse de la déontologie, qui, dans les meetings, m'a mis exactement dans cette situation, sur la tribune, en train de saluer les gens qui venaient à mes meetings. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des méthodes... Marine Le Pen, vous dites c'est un salut amical. Je peux vous dire quelque chose? Ce sont des méthodes de voyous. C'est un salut amical pour vous? Ce sont des méthodes de voyous. Les faits, Marine Le Pen. Oui, c'est un salut amical pour vous? Oui, monsieur. Et il a contesté vivement, évidemment. Ce sont des méthodes de voyous. Mais vous pouvez continuer à utiliser ces méthodes de voyous parce que j'ai un deuxième exemple à vous proposer. Avec l'argent quand même des contribuables. Madame Le Pen, voilà. J'ai un deuxième exemple à vous proposer. Vous nous direz aussi de quelle méthode s'agit-il. Vous avez vu ces conversations Facebook où on lit ces plaisanteries douteuses pour le moins, vous en conviendrez, sur les camps de concentration. On va les voir là aussi à l'antenne. C'était à l'occasion d'une fuite de gaz à Paris. Et on évoque... Alors, est-ce qu'on peut les voir, ces conversations? Non, parce que vous n'avez pas réagi après cette enquête d'envoyé spécial. Si, monsieur, alors, est-ce qu'on peut les voir, ces échanges et tout simplement vous demander, est-ce que la place d'Axel Lousteau, de Frédéric Chatillon est toujours dans votre entourage? Monsieur Pujadas, s'il y a des choses à reprocher à ces gens-là, voilà. S'il y a des choses à... Mais... Non, alors c'est pas de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, on va la grosse sortir ces manip ne fonctionne pas, manifestement. Alors allez-y, sur Axel Lousteau. Vous avez vu ce magazine envoyé spécial. Vous avez vu ces messages. Monsieur Lousteau a déposé plainte. C'est pas de ça dont il s'agit. Là, on fait une erreur de carton. A déposé plainte contre vous. C'est bon? C'est tout ce que vous avez à dire. Non mais, alors non, je vais vous dire autre chose. Ok, j'avoue, le vase de Soissons, c'est nous. Jack l'Éventreur, c'est nous. La bête du Gévaudan, c'est nous. Mais en attendant, monsieur Pujadas, l'insécurité, c'est eux, ceux qui se sont succédés depuis 10 ans. L'immigration, c'est eux. La baisse des retraites, c'est eux. La baisse du pouvoir d'achat, c'est eux. Oui, mais alors c'est peut-être... Oui, mais ça, vous faites comme si ça, monsieur Pujadas, ce sont les affaires des Français. C'est de cela dont ils aimeraient que vous parliez et pas que vous vous transformiez objectivement en procureur. Non, en plus avec des méthodes, qui sont contestables. Regardez, il y a un peu plus d'un mois, je vous ai montré cette phrase d'un cadre du FN proche de David Racheline qui évoquait Théo, le jeune Théo, et cette bavure présumée de la police. On va la voir, cette phrase. Alors, c'est toujours pas celle-là. On a un petit problème avec nos cartons, décidément, aujourd'hui. Voilà. Et qui le traitait de racaille.
Alors, il s'agit de Jérôme Cochet. Et vous avez dit, je condamne cette phrase, et vous avez dit, elle est isolée, c'est une brebis galeuse. Depuis, il y a eu Nice, avec le responsable du Front National à Nice, qui a eu des propos sur les chambres à gaz, on va les découvrir, qui étaient là aussi pour le moins contestables, et vous l'avez démis de ses fonctions. Et puis, voilà, il n'y a pas eu autant de morts, enfin 6 millions, je pense que c'est un chiffre, voilà, qui discutait des constats de l'histoire. Et puis, il y a eu Édouard Ferrand, je suis indigné par les réfugiés qui font du chantage à la noyade sur les nations européennes, c'était en 2015, puisque vous disiez c'est une phrase isolée. Et enfin, récemment encore, Franck Sinisi, un dirigeant de l'Isère, un conseiller municipal pour loger les Roms. Je pense qu'il pourrait y avoir un autofinancement. La métropole devrait leur payer le dentiste pour récupérer leurs dents en or. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Est-ce que le Front National n'est pas encore en train de frayer en eau trouble avec des gens qui n'ont pas leur place dans votre mouvement? Monsieur Pujadas, Quatre phrases. Je trouve vos méthodes particulièrement critiquables. Je vous donne la parole. Je vous le dis parce que avec ce genre de choses, on est capable de faire n'importe quoi. Alors Pourquoi? moi, je dis aux Français, Pourquoi? je vous parle. Pourquoi? Non, mais je voudrais. Pourquoi? Je vais... Vous ne répondez pas sur Pardon. ces phrases? Non, je vais répondre aux Français. Ça vous ennuie pas? Alors je vais répondre aux Français. C'est moi qui vous pose les questions. La différence entre les partis politiques, c'est la manière dont ils réagissent lorsque, sur les millions d'électeurs qui sont les leurs, les milliers de responsables locaux, il y a des dérapages. Le Front National a toujours été extrêmement clair sous ma présidence. À chaque fois qu'il y a eu un propos qui n'était pas admissible, la personne a été sanctionnée et bien souvent exclue du Front National. Ça n'est pas obligatoirement le cas de l'ensemble des autres partis politiques qui ont vu aussi un certain nombre de leurs élus ou de leurs cadres tenir des propos éminemment contestables et qui n'ont pas été sanctionnés ou même être condamnés, notamment dans le Sud, pour des délits de presse, sans être Deux d'entre eux n'ont pas été sanctionnés. Moi, je vais vous parmi dire ces une 4 chose, personnes. mais parce que, vous savez, nous avons des procédures démocratiques. Monsieur Pujadas, nous ne sommes pas comme vous, nous ne tranchons pas la tête des gens avant qu'ils aient pu s'expliquer. Donc ils sont en général convoqués, selon d'ailleurs les statuts du Front National, et ils s'expliquent sur les choses qui leur sont reprochées. On y aura passé 10 minutes. Merci, le service public, d'avoir fait ce travail. Les Français se posent aussi ces questions-là. Oui, et vous bien le savez, sûr, Madame Ernotte se pose ces questions-là. Certains de vos proches se posent aussi la question. Parce que la direction de France Télévisions est encore une fois dans une relation amicale avec Monsieur Macron. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ils se tutoient, ils s'embrassent, ils se disent tu reviens quand tu veux. Bon, ben voilà. Je pense que les Français ne sont pas dupes de la manière dont, encore une fois, vous réservez vos pics, vos manipulations, vos émissions à l'égard de certains candidats, mais il y en a au moins un qui est préservé de tout cela. C'est évidemment le chouchou que tout le monde connaît bien, Monsieur Macron. Vous nous mettez en cause, je m'inscris totalement en faux. Allez, votre programme économique, François Langlais nous rejoint. Bonsoir François. David. Vous nous présentez d'abord les grandes lignes du programme du FN. Marine Le Pen souhaite engager une relance économique pour la France, pour stimuler l'activité et faire baisser le chômage. Et pour cela, elle compte utiliser 3 leviers. Le premier, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, avec une prime qui serait versée aux salariés gagnant moins de 1 500 €, avec l'augmentation des minima sociaux et avec la baisse des impôts. Le deuxième levier, c'est le développement de la sphère publique, avec l'embauche de fonctionnaires là où c'est nécessaire, et avec la mise en place de ce qu'elle appelle un État stratège, qui investirait dans les technologies du futur et dans la recherche. Troisième levier, le rétablissement des frontières nationales, avec une taxe de 3% qui frapperait les importations et avec la mise en place d'un protectionnisme sélectif pour protéger les secteurs stratégiques et empêcher la prise de contrôle des entreprises stratégiques par le capital étranger. Pour réaliser tout cela, Marine Le Pen souhaite réformer l'Union européenne ou, à défaut, sortir de l'Union européenne et de l'Union monétaire, bien sûr. Un référendum serait organisé sur cette question, on en a parlé tout à l'heure. Un nouveau franc serait créé et, le cas échéant, dévalué par rapport à l'euro. Et c'est la Banque de France qui financerait les dépenses de l'État par la création monétaire. Enfin, Mme Le Pen souhaite avancer l'âge légal de la retraite de 62 ans aujourd'hui à 60 ans. François, vos questions. Bonsoir Mme Le Pen. Bonsoir. Une question sur le commerce international. Vous êtes, on l'a vu, en faveur du protectionnisme. Et à ce titre, vous êtes contre les grands accords de libre-échange comme le TAFTA ou le TIP, qui devait relier l'Europe et les États-Unis, ou le CETA entre l'Europe et le Canada.
C'est votre engagement numéro 127, refuser les traités de libre-échange. Il y a pourtant eu un autre accord de libre-échange assez récent, signé il y a plus de 5 ans, entre la Corée du Sud et l'Europe. La Corée du Sud, c'est quand même la 13e puissance mondiale. Je voudrais qu'on regarde l'évolution du solde commercial de la France avec la Corée, avant l'accord et après l'accord. On va voir sur la courbe qu'avant l'accord, la France est en déficit, c'est la partie rouge. L'accord intervient et depuis 5 ans, nous sommes en excédent, c'est-à-dire que nous vendons là-bas davantage que nous achetons. C'est quand même bien le signe que ces grands accords internationaux, quand ils sont bien négociés, la France, les entreprises françaises peuvent en profiter. Non mais la question n'est pas là, Monsieur Langlais. La question est qui décide ? Parce que c'est ça le problème. Moi, ce que je veux, c'est que chaque accord soit négocié par la France dans le cadre de la défense des intérêts de la France. Alors, vous me prenez un accord qui, il se trouve, a été peut-être d'ailleurs avantageux pour la France, tant mieux. Mais en l'occurrence, s'il était avantageux, la France aurait pu précisément le passer elle-même. Oui, voilà, ce que je ne veux pas, c'est que l'Union européenne décide pour nous. Or, vous avez fait un choix, comme d'habitude d'ailleurs, qui n'est pas la règle générale. Et il y a beaucoup d'accords de libre-échange qui ont été négociés. C'est le seul précédent en la matière. C'est le seul précédent récent en la matière. J'ai regardé le bilan. Bon, il y a un certain nombre d'accords de libre-échange qui ont été signés, qui ont été, ou qui sont, ou qui vont être dramatiques si on les maintient pour la France. C'est le cas évidemment du CETA, l'accord avec le Canada, c'est le cas du TAFTA, l'accord avec les États-Unis. Non seulement ceci va entraîner des conséquences très lourdes pour notre agriculture, pour notre élevage, ce sont les éleveurs eux-mêmes d'ailleurs qui ont tiré la sonnette d'alarme, mais de surcroît, ils mettent en place une justice privée. C'est-à-dire que des multinationales, des entreprises pourront poursuivre l'État devant des tribunaux arbitraux pour faire condamner l'État si l'État a changé sa loi, notamment dans le sens de plus de protection des consommateurs. On peut tout à fait Cette situation n'est pas admissible. Est-ce que vous conviendrez avec moi que l'Europe, en l'occurrence, a signé un accord qui est favorable à la France? Je ne sais pas, je regarderai, puisque vous me dites ça, mais je n'en sais rien. Vous avez vu cette mais courbe, je vais aller regarder. Mais l'accord, par exemple, de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est catastrophique pour notre élevage. L'accord de libre-échange qui a été passé sur les fruits et légumes avec les pays du Maghreb est dramatique pour les producteurs de fruits et légumes. Vous voyez, il faut les entendre aussi, Monsieur Langlais. Au-delà des courbes et au-delà des chiffres, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas le principe des accords qui est conséquence. condamnable, c'est la façon dont ils sont négociés. Mais bien sûr, parce que l'Union européenne, elle négocie, elle sans tenir compte des intérêts de la France, et c'est tout le problème de fond. Moi, je viens dire, je veux que le peuple français retrouve la maîtrise de ses accords commerciaux pour ne passer des accords que lorsque, évidemment, c'est bénéfique pour notre industrie, pour notre agriculture, pour nos débouchés commerciaux. Si le prix est trop lourd à payer, comme c'est le cas pour beaucoup d'accords de libre-échange qui ont été passés avec certains pays, alors c'est non. Voilà. Je parlais il y a quelques jours de l'accord de libre-échange avec l'Équateur qui tue la banane d'outre-mer. Eh bien ça, c'est non, par exemple. On vous a entendu. Maîtriser encore une fois ces outils commerciaux pour pouvoir défendre en toutes circonstances l'intérêt de la France, des Français et de l'économie française. Je ne demande que cela. C'est déjà beaucoup dans le cadre de l'Union européenne, car l'Union européenne nous interdit de le faire. Question sur le travail du dimanche. Alors, ce travail du dimanche se développe depuis quelques semaines en France, en particulier dans les zones touristiques parisiennes. La Fnac le pratique, le Bon Marché, le BHV, les Galeries Lafayette, Etam, Nature et Découverte, Darty, etc. Sephora. Autant d'enseignes qui s'y sont mises. Vous, présidente, est-ce que vous reviendriez sur la loi Macron qui a permis le développement encadré du travail dominical? Et en réalité, il y a eu la loi Macron, mais il y a eu la loi El Khomri derrière. Oui. Qui a supprimé quelque chose qui était très important, qui était l'augmentation minimum que l'entreprise qui faisait travailler ses salariés le dimanche leur accordait. Bon. Aujourd'hui, cette garantie, en quelque sorte, avec la loi El Khomri, a disparu. Avec vous savez, un accord qui doit être approuvé par des syndicats représentant au moins la moitié des salariés. Vous savez que je suis très opposée à la loi El Khomri.
voulez qu'on ouvre, que toutes les grandes surfaces puissent ouvrir le dimanche? Alors il ne faudra pas faire de reportage sur la désertification des centres-villes. Parce que la réalité, c'est que le développement exponentiel et les avantages que l'on donne à la grande distribution, alors même qu'on ne fait rien pour aider les petits commerces, eh bien, est en train de désertifier. Il n'y a pas que la grande distribution qui est concernée, madame. Il y a aussi les petits commerces dans toutes les zones touristiques. Par ailleurs, je me permets de vous faire remarquer mais moi, je vous dis l'inverse. FNAC, je vous dis qu'il faut donner un avantage aux petits commerçants. La FNAC, je pense par que exemple. c'est eux à qui, éventuellement, on doit pouvoir autoriser l'ouverture le dimanche et pas à ces grandes surfaces qui sont en train de tuer nos commerces de Vous proximité. connaissez les conditions dans lesquelles ça s'est fait, puisque la FNAC paye, par exemple, trois fois le prix d'un salaire normal. Elle verse également une indemnité pour la garde des enfants de moins de 12 ans. Donc vous priveriez les salariés d'un bénéfice substantiel, sans compter les créations d'emplois, puisque les Galeries Lafayette ont annoncé tout récemment la création de 500 emplois avec des contrats de fin de semaine. Écoutez, on nous a expliqué... C'est quand même pas idiot. Non, mais écoutez, on nous a expliqué ça pendant des années. Alors vous dites ça 3 fois, très bien. Mais les salariés de la FNAC doivent être très heureux. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ce ne sera pas le cas. Bricorama a payé 3 fois, puis maintenant ils ne payent plus que 2 fois d'ailleurs. Vous voyez, donc c'est la régression. Et encore une fois, je le dis, on a depuis des décennies laissé se développer la grande distribution, les grandes surfaces, au détriment de la protection de nos petits commerces. Et à chaque fois, l'argument était le même, Monsieur Langlais. C'était l'argument que vous m'avez délivré. Ça va créer des emplois. Mais en fait, quand on fait le bilan, non, c'est faux. Quand on fait le bilan, les créations d'emplois sont toujours inférieures à ce qui est promis par ces grandes surfaces. Et de surcroît, on ne calcule pas le nombre d'emplois qui ont été détruits dans les petits commerces. Alors moi, je veux faire l'inverse. Je veux la révolution de la proximité. D'abord, je vais mettre un moratoire sur toute nouvelle construction, justement, de ces grandes surfaces, en attendant de voir, pour faire un audit sur la situation. Et deuxièmement, je vais mettre tout ce qui est possible pour revitaliser les centres-villes, pour qu'il y ait à nouveau de la vie dans nos centres-villes et qu'on n'envoie pas le dimanche, comme sortie culturelle, les Français à la grande surface du coin. Voilà, c'est une autre vision. C'est une autre vision de la France que celle qui a été mise en œuvre. Mais encore une fois, moi je suis résolument du côté des petits commerçants, je suis du côté des indépendants. Vous savez que je veux non seulement profondément réformer le RSI et donner le choix aux indépendants entre un régime général et un RSI profondément modifié sur la base de l'autodéclaration trimestrielle, mais de surcroît, je veux décider d'une amnistie pour les arriérés du RSI, parce que je considère que les indépendants n'ont pas à payer les conséquences de l'incurie de l'État, qui a été évidemment le cas dans le cadre du RSI. Bien, un mot de politique internationale et de cette fameuse poignée de main, de cette rencontre avec Vladimir Poutine. La politique de Vladimir Poutine semble vous convenir. Vous n'avez émis aucune réserve, y compris sur le plan intérieur. Quelques jours plus tard, alors qu'il y avait ces manifestations durement réprimées par Moscou. Si vous êtes élu, le FN sera-t-il aligné sur la politique de Vladimir Poutine et de la Russie? Mais en aucun cas, M. Pujadas. Quand je serai élu, la France sera à nouveau une grande puissance d'équilibre. Elle portera à nouveau une vision mondiale et pas rétrécie sur l'Union européenne comme c'est le cas aujourd'hui. Elle portera l'idée d'un monde multipolaire, un monde de respect des nations, car je vous rappelle qu'avant de voir Vladimir Poutine, j'ai rencontré le président du Tchad, Idriss Déby, j'ai rencontré le président du Liban, et avec ces chefs d'État, j'ai parlé notamment de la lutte contre le terrorisme islamiste, car je ne vois pas objectivement comment aujourd'hui mes concurrents peuvent envisager de rendre à la France sa place dans le monde en refusant de parler avec la Russie, parce qu'elle est méchante, avec les États-Unis, parce que M. Trump est méchant, avec la Grande-Bretagne, parce que Theresa May est méchante. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que ça signifie, Marine Le Pen, permettez que je vous pose une question. Est-ce que ça signifie, quand on rencontre Vladimir Poutine, qu'on l'écoute, qu'on échange avec lui, qu'on ne dit rien, absolument rien, sur les droits de l'homme, par exemple, sans forcément lui faire la leçon? Moi, je veux dire, je pense que la France doit toujours avoir une influence sur l'amélioration des droits de l'homme. Mais ce que je veux, c'est rompre avec le deux poids, deux mesures, qui consiste pour nos dirigeants français à aller donner des leçons de morale, mais ça dépend à qui. Vous voyez, on ne donne pas de leçons de morale à l'Arabie Saoudite. On leur donne une exonération fiscale. On ne va pas comparer l'Arabie Saoudite à la Russie.
mais l'Arabie un Saoudite, pays c'est bien millénaire, pire, c'est bien pire que la Russie. Un pays millénaire. Non mais pardon, c'est bien pire que la Russie. Donc c'est bien ce que je dis, il y a 2 poids 2 mesures. Et puis les États n'ont pas la même histoire. On ne dit strictement rien sur le Qatar, qui est un État dans lequel la violation des droits de l'homme et particulièrement du droit des femmes est absolument quotidienne. La Russie est plus rien proche de n'est nous dit, quand même. rien n'est dit. Donc le 2 poids 2 mesures, je pense que ça a fait perdre à la France, je vais vous dire, son influence et sa crédibilité. Donc moi je veux rompre avec cela. Je vais discuter avec l'ensemble de ces chefs d'État, que ce soit le chef d'État tchadien, avec lequel nos soldats se battent contre les groupes armés terroristes, ou la Russie, parce que je pense qu'on ne réglera pas le problème du terrorisme islamiste, qui est un problème majeur pour les Français en matière de sécurité, sans avoir des discussions, sans entretenir des relations diplomatiques avec ces chefs d'État. Prenons un exemple précis pour bien comprendre, et l'exemple de la Chine. Vous, présidente, est-ce que vous recevriez à Paris le Dalai Lama ? Je ne me suis pas posé cette question, en l'occurrence, mais en tout cas, j'aurai des relations. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Ce que je ne ferai pas, je pourrais le recevoir, mais ce que je ne ferai pas, c'est d'aller dans les pays pour aller leur donner en permanence des leçons. Parce que je vais vous dire, pourriez le recevoir. vous voyez, je vais vous dire ça, c'est quelque chose, par exemple, qui a rompu nos relations de confiance avec beaucoup de pays d'Afrique, qui ne supportent plus qu'on vienne leur donner la leçon, qui considèrent qu'ils sont attachés aussi à leur souveraineté, à leur identité, à leurs valeurs, qui veulent rester ce qu'ils sont, et qui considèrent que la manière dont la France les traite est presque une manière post-coloniale. Voilà. Et imposer le respect de l'ensemble des nations, de l'ensemble des peuples, ce sera un axe majeur de ma politique internationale. C'est ce que j'ai dit dans le cadre du discours que j'ai tenu à N'Djamena. 2 questions de politique pour terminer. Si vous êtes élu à l'Élysée, vous avez dit mon Premier ministre ne sera pas membre du Front National. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, vous avez dit mon Premier ministre ne sera pas du Front National. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ne sera pas forcément. Ce ne sera pas forcément. Allez, je voulais vous montrer 3 visages et vous demander, alors ces visages, les voilà, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson, Philippe de Villiers. Si on dit que votre futur Premier ministre, si vous êtes élu, encore une fois, figure parmi ces visages, est-ce qu'on se trompe beaucoup ? Je pense que ça n'est pas le moment de parler de cela. Vous avez bien commencé à y penser. Parce que je suis en train de constituer une majorité présidentielle autour de moi. J'ai des gens qui m'ont rejoint, j'ai des gens qui, je l'espère, me rejoindront entre les 2 tours, peut-être même après le premier tour. C'est sur la base de cette majorité présidentielle qu'évidemment, je choisirai ceux qui, répondant à un triple qualité, être patriote, être de bonne foi et être compétent, redresseront la France. Donc je pense que c'est tout à fait... C'est trop tôt pour vous. C'est ça, c'est anticipé. Et puis je vais vous dire honnêtement, se distribuer les postes alors que les Français n'ont pas encore exprimé leur choix, ça m'apparaît en plus assez décalé. Dernier point, la place de votre nièce, Marion Maréchal Le Pen. Vous l'avez remise à sa place, entre guillemets, d'une façon assez sèche, lors d'un entretien avec Femme Actuelle. On l'écoute. Quant à la place de ma nièce, la place de ma nièce, elle est députée. Je lui dois rien. Enfin, je lui dois rien à personne d'ailleurs. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas d'ascenseur à renvoyer à personne. Donc je me déterminerai en fonction de l'intérêt des Français et de la manière dont se sera dessinée ma majorité présidentielle. Elle ne mérite pas cet excès d'opprobre. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai. Un peu comme la jeunesse française. La jeunesse française est un peu raide, elle se raidit en tout cas. Elle ne sera pas ministre, elle est un peu raide. En football, c'est ce qu'on appelle un tacle. Non, pas du tout. Je regrette d'ailleurs que les questions n'apparaissent pas parce que du coup, évidemment, ça change l'intégralité du débat. La vraie question, et c'est pas passé, c'est quand même dommage, c'était de dire que les Français ont exprimé leur désaccord avec les liens familiaux qui peuvent exister entre des gens qui travaillent en politique. Bien, moi, j'ai entendu ce qu'ils ont dit dans le cadre de cette campagne. Et par conséquent, pas plus que Louis Alliot, mon compagnon, ne sera ministre dans mon gouvernement, Marion, qui est ma nièce, ne pourrait l'être non plus. Maintenant, je tiens à dire, pour faire fi justement de ce montage, que j'ai beaucoup de considération pour Marion. Mais elle est raide. C'est une jeune femme, un peu, oui, enfin quand on est jeune, on l'est un peu, on s'adoucit en vieillissant. En tout cas, moi j'étais comme ça. C'est une jeune femme extrêmement talentueuse qui a rempli son mandat
de députés de manière remarquable. Je suis d'ailleurs convaincu qu'elle sera brillamment réélue lors des prochaines législatives. Merci de m'avoir permis de rappeler cela sur votre antenne. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions ce soir. Tout de suite, Le Monde joue avec le corps humain, avec Nagui et Michel Simès sur un thème prometteur, prendre soin de vous. Merci, bonsoir.